réagi. Hein, regardez par exemple en France, tout le monde se moque un peu de tout en général. Mais lorsque les attentats sont arrivés, et que chacun de nous savait qu'il peut être victime d'un attentat, vous avez tout de suite le soulèvement général. Parce que chacun se sent une victime potentielle. Et il faudrait que les sujets qui abordent la situation touchent l'intérêt personnel de la personne. Par exemple, les mamans qui ont des enfants sont forcément intéressées à l'idée qu'un accompagnement est possible. Un accompagnement pas seulement de type scolaire, mais ça peut être un accompagnement à la maîtrise de ces enfants. Les adolescents sont très difficiles. Moi, j'ai coutume de dire, par exemple, dans le métro, je rencontre parfois des femmes. Il est 22 heures. Et elle a un berceau avec un bébé dedans. Le bébé est en train de crier, et elle se terve, elle tape dessus. Et souvent, c'est mes consoeurs, hein, femmes africaines. Bon. Rarement, vous verrez une femme européenne à 22h30 avec un berceau, avec une poussette dans le métro. Mais par contre, alors, je provoque exprès parce que je savais qu'elles vont réagir. Mais moi, je m'adresse à ces femmes-là. Ouais, je m'adresse à ces femmes. Souvent, je leur dis, mais c'est dangereux. C'est dangereux parce que la victime, c'est pas vous, c'est cet enfant. À 22h, il doit être dans son lit. Ah, mais comment je fais? Parce que moi, je n'ai personne. Je dis non. Dans la société dans laquelle vous êtes, ben, il y a les nounous. Ah, mais moi, je ne peux pas confier mon enfant à quelqu'un. À quel prix? À quel prix? Merci d'avoir lâché cette bombe avant de retourner à la place. Donc, on y reviendra. Gardez vos questions et vos réactions. Hein. On va accueillir la dernière invitée, qui va être introduite par la présidente de l'association Afrique Luboké. Merci, monsieur. Voilà, donc nous allons accueillir Madame Gertrude Bienvenue Malalou Kumba, qui va nous parler de la femme et des activités politiques. Comme quoi ça peut exister aussi. Bien, rebonjour à tous. C'est bien de passer en dernier parce que tout a été dit. Je ne serai que là pour agrémenter, puisque le travail a été bien mâché, donc ça va être beaucoup plus digeste. Alors, donc je suis, comme vous le savez, professeur. Je vais essayer d'intervenir sur les différents points, mais en mettant en exergue d'abord la politique, parce que on peut passer par tous les moyens pour s'intégrer, et aussi la politique. Mais seulement, j'ai été interpellée par ma consoeur de tout à l'heure, qui parlait un peu de cette forme de complémentarité entre l'homme et la femme, l'homme qui se sent un peu supérieur à la femme, ou vice-versa. Alors moi, je vais tout simplement vous dire ça c'est mon point de vue. Je n'ai jamais cru que l'homme était supérieur à la femme et la femme n'était non plus supérieure à l'homme. Pour moi, l'homme et la femme sont complémentaires. Sans la femme, l'homme ne peut pas vivre et sans l'homme, la femme ne peut pas vivre. Ce que je ne peux pas, définir, c'est le degré de complémentarité. Est-ce que la femme est complémentaire à 90% ou à 50%? Je n'en sais rien. Mais l'homme ne peut pas vivre sans la femme. Et actuellement, avec l'émancipation, je pense que plusieurs hommes et plusieurs femmes font les choses ensemble, même si il existe encore du machisme, mais vous avez compris que nous avons pris l'élan pour l'émancipation. Mais je ne suis pas féministe, hein. Je ne suis pas féministe. Je respecte le rôle et la place de l'homme. L'homme est le chef de famille et la femme est la maîtresse de maison. Point barre. Maintenant, concernant, réunir les origines, donc là je prends un peu à contre-pied ma consoeur qui est à ma droite. Non, on ne peut pas, réunir ces origines lorsqu'on va dans un pays étranger. Moi j'ai toujours dit que,
la femme est comme l'Afrique. L'Afrique doit être considérée comme l'arbre et la pirogue. L'arbre pour s'enraciner dans ses valeurs et la pirogue pour s'ouvrir vers le monde. Parce que la face la plus passionnante du monde est l'homme, la surface humaine, qui n'existe plus ou qui est en train d'être robotisée en ce moment. Alors, donc, on ne peut pas renier ses origines pour aller vers les autres. On s'enracine et on s'ouvre vers les autres. Ensuite, pour parler donc de tout ce qui a été fait en France, j'ai tout appris en France. Pour la plupart du temps, j'ai passé mon clair de temps en France, puisque j'ai essayé de parfaire toutes mes études en France. Donc, je dois beaucoup à la France. Dire que, comment dire, il y a peu de choses qui se font pour l'intégration de la femme, je serais, comment dire, pas de ce point de vue-là. Parce que j'ai remarqué que la France a mis en place un bon dispositif pour l'intégration, comment dire, de la femme africaine, la femme de toute de femmes de toute origine. Et le dispositif que j'apprécie essentiellement, c'est l'éducation. Donc, à travers le système éducatif, je puis vous assurer que, comment dire, la femme peut réellement s'intégrer. Et j'apprécie beaucoup ce dispositif, comment dire, en France. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et d'ailleurs je le regrette parce que dans mon pays d'origine, et je suis fière de vous dire également que, comme disait ma sœur Marianta, je suis d'origine congolaise, et puis française, et fière de l'être. Malheureusement, chez nous, en Afrique, donc dans mon pays d'origine essentiellement, l'éducation est au point mort. Et je me suis toujours dit, la meilleure façon de détruire un peuple, c'est de détruire son éducation. Et au Congo-Brazzaville, l'éducation est par terre. Donc, je n'ai plus de pays, parce que l'éducation, c'est l'avenir de tout un monde, de tout un peuple. Alors, donc, j'en profite pour féliciter le système éducatif français. Et ensuite, pour l'intégration, on peut également passer par, comme disait mon frère Miayuku Alexis, qui est passé précédemment, évidemment, on peut passer par des associations. Et donc, comme la thérapeute disait tout à l'heure, une personne, quelle que soit son origine, qui arrive en France, qui ne maîtrise pas la langue française, l'un des moyens les plus simples, c'est d'intégrer une association. Et je sais qu'il existe des associations qui aident ces personnes-là, qui se trouvent dans ce cas, pour, comment dire, parfaire la langue, afin de mieux s'intégrer dans la société. Mais il y a également un autre moyen, c'est la politique. Moi, je suis férue de la politique. Moi-même, je suis de la gauche et fière de l'être, même si je suis un tout petit peu déçue. Mais la politique... Je suis de gauche et je le serai, je resterai. Alors, donc, je me suis intégrée, je suis socialiste. Et puis, bon, voilà, donc, j'adore. J'adore, c'est pas par enthousiasme ni par hasard. C'est quoi la politique? La politique, étymologiquement parlant, c'est la gestion de la cité. Tout simplement. La politique est la gestion de la cité. Donc, une femme est bien placée pour faire de la politique. Pourquoi? Parce que la femme, d'essence, gère bien son foyer. D'ailleurs, ma sœur de tout à l'heure m'a dit, elle a le rôle de l'éducation de toute une maison. Donc à partir du moment où une femme, qui est d'ailleurs le porteur du monde, parce que c'est nous qui vous portons, même si c'est grâce à vous, la femme est le porteur du monde. Donc on vous met au monde, on vous élève, on vous structure, on vous aide à connaître la vie, on vous aide dans l'école de la vie, et ensuite, à la fin, le beau cadeau et la cerise sur le gâteau, c'est voir notre progéniture également s'assumer. Voilà. Donc, la femme est le porteur du monde. À partir du moment où elle a commencé, depuis
début jusqu'à la fin, pourquoi on peut penser qu'une femme ne peut pas faire de la politique? Puisqu'elle commence à bien gérer sa maison, son foyer. Donc une femme qui fait de la politique est également capable de gérer toute une population. Parce que c'est dans ses tripes, et quand elle le souhaite. Pour cela, ça devrait être un état d'esprit. Hein, c'est pas par enthousiasme. Il n'est pas homme ou femme politique qui le veut. Il faudrait que vous le souhaitiez. Il faudrait que ce soit par conviction et que ce soit pour un idéal bien défini. Alors je vous dis que par la politique également, la femme peut assurer l'intégration dans le monde. Je vous remercie. Bravo, Gertrude. Merci pour votre intervention qui était assez brève finalement. Et donc vous parlez de la femme en politique, mais pour dire qu'il faut entrer en politique, il faut avoir peut-être des figures, des modèles, et on n'a pas ça. En tout cas, on n'a pas beaucoup de modèles de femmes congolaises, de femmes africaines, de femmes noires en tout cas, qui s'investissent en politique et qui occupent des postes à responsabilité dans une république comme la République française par exemple. Ça va venir. Bon, vous avez parlé tout à l'heure de Ramayad, par exemple, mais c'est une figure de proue, Ramayad. Hein. Voilà, il y a Belkacem aussi. C'est une forme d'intégration. Elle n'est pas d'origine française, Belkacem. Donc on peut citer comme ça, voilà, on peut citer pas mal d'origine étrangère, mais qui se sont réellement intégrés. Donc je pense qu'il va falloir qu'on puisse pousser nos femmes à s'intégrer dans la politique pour pouvoir prendre cette voie d'orientation comme forme d'intégration. Merci beaucoup. Alors, si la présidente de l'association veut dire un mot, après ça, on va passer aux questions du public. Alors, un mot, c'est peut-être un témoignage écrit de la part d'un membre de l'association. Parce que les personnes que vous avez vues là, il y en a eu 7, 8, je crois, hein, mais elles ne sont pas au complet. La sauce n'est pas au complet parce qu'il y a des personnes qui ont des obligations professionnelles. Et donc, parmi elles, il y a Madame Moutou Noélie qui nous envoie son message, son témoignage. Je vais vous le lire. Ça ouvrira sûrement sur d'autres choses. Hein. Donc, je vais m'asseoir. Quand je ne sais pas parler assise, hein, j'ai du mal à parler assise en fait. Je vais me lever, je finirai par me lever. Elle l'a très bien intitulé. Hein. Je viens de là-bas et je suis d'ici. L'affirmation énoncée par cette phrase soulève un sujet d'actualité qui est celui de l'immigration. Sujet qui, lui-même, engendre un problème sensible qui agite la société, l'intégration. Je viens de là-bas. Pour aborder ce sujet, il me paraît nécessaire de faire un bref aperçu de nos sociétés d'origine qui, à certains points de vue, sont très différentes de la société qui nous a accueillis. La structure familiale est dominée par le rôle prépondérant du père. Nos sociétés d'origine sont multiethniques. La famille ne s'entend pas comme cette structure limitée aux parents et aux frères et sœurs. Elle a un sens plus large. Certains aspects de la machine administrative ont créé des comportements répréhensifs. Les institutions sont faites pour assurer la pérennité des équipes dirigeantes et non pour réguler la société. Ainsi, après avoir vécu dans cette société dont je tiens à énumérer certains aspects, il me faut m'adapter à celle qui me reçoit et qui, pour nombreux d'entre nous, nous a permis de nous réaliser aussi bien sur le plan familial que professionnel. Donc ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Hein. Je suis d'ici. Un proverbe bantou nous enseigne que si tu vas dans un village où l'on danse sur un seul pied, alors danse avec un seul pied. La première action
qui m'incombent dans ce pays d'accueil est le respect des règles écrites et non... Ah, je ne sais pas. Ah oui, le respect des règles écrites et non écrites. Dans notre vie quotidienne, nous avons l'obligation de nous conformer aux exigences de la société. Dans la structure familiale, la mère a autant d'importance hiérarchique que le père. Ça rejoint ce que notre sœur vient de dire. Le respect des règles préétablies dans les rapports avec l'administration est essentiel. Ça rejoint ce que disait notre sœur Jeanne Mabunda. La Déclaration universelle des droits de l'homme, faisant partie du préambule de la Constitution de la République, témoigne de la tradition de ce pays de mettre la personne au centre de ses préoccupations, au-delà des considérations raciales et sociologiques. Ça rejoint M. Ben Chaban. La laïcité nous permet même d'exercer nos cultes selon nos croyances, dans le respect des autres. M. Nyayuku. Par ces différents aspects ainsi énumérés, je peux sans hésiter affirmer que je suis d'ici et de là-bas et inculquer ces valeurs de tolérance, de respect de l'autre à ma descendance afin qu'elle puisse à son tour l'affirmer. C'est Noélie Moudi. Vous pouvez rester ici à côté de moi. Pourquoi vous voulez vous enfuir? Un peu de soutien comme Madame Verler qui est restée avec moi depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est vrai. On va passer aux questions et réactions du public. Donc, alors je vais vous donner la parole, hein, mais avant ça, je vais voir si Madame a toujours sa question. Oui, en fait, je voulais tout simplement intervenir par rapport compléter. Bonjour, en fait, je voulais tout simplement intervenir pour compléter la dame. Je voulais tout simplement signaler que, en fait, pour la langue française, nous les Congolais, en général, vraiment, ça, c'est pas un frein, en général. Parce que le Congo, c'était, je ne sais pas actuellement, mais du moins notre génération, le Congo, c'était le pays le plus scolarisé du monde. Enfin, d'Afrique, excusez-moi. Voilà. Donc, c'était le pays le plus scolarisé d'Afrique. Il y a des enfants qui sont nés, grandis, qui ne savent pas parler la langue nationale du Congo, qui ne parlent que français. Si vous le parlez en lingala ou en kituba, ils ne comprennent pas. Donc, nous, ce n'est pas un frein pour nous ici, pour s'intégrer. Particulièrement, je parle de la femme congolaise. Parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est la femme congolaise. Donc, moi, je parle de la femme congolaise. Donc, nous, le français, ce n'est pas un frein. Même si on parle, mais en général, vraiment, parce que n'oublions pas que, même en Afrique, nos voisins, ils savent que vraiment, le Congolais, c'est quelqu'un qui aime parler français. En fait, le Congolais, c'est le petit français. Le comportement, tout, vraiment, on tient ça des Français. Nous sommes colonisés par la France et n'oublions pas que le Congo, c'est la capitale de la France libre. Donc, vraiment, la langue, c'est pas un frein pour le Congolais, je veux dire. Alors, je crois que je ne me suis pas bien fait comprendre, alors, si j'ai bien compris. Hein. Moi, j'ai voulu parler de toutes les nationalités. Je n'ai pas voulu parler que de vous-même. Hein, d'accord? Puisqu'on est sur la citoyenneté, donc je voulais parler de l'ensemble. Et à la limite, moi, je trouve ça très bien, puisque vous parlez cette langue hein, sans problème. Eh bien, quand vous rencontrez des consoeurs ou des confrères qui ne parlent pas le français, ben, d'autant plus pour être ceux qui vont pouvoir expliquer à l'autre ce qui se passe dans notre pays. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord? Est-ce qu'il y a une autre personne qui voulait intervenir? Dans le fond, alors, je prends la dame dans le fond et ensuite c'est vous. Et alors, excusez-moi, madame, si vous voulez intervenir. Non, je vais vous donner le micro après.
Comme ça fait pas d'interférence. Je donne à madame, monsieur. Monsieur. Et vous ensuite. Oui, bonjour à tous. Donc en fait, je voulais simplement compléter ce que notre sœur vient de dire. C'est vrai que pour le Congolais en général, la langue française n'est pas difficile. À mon niveau, je pense que le Congolais, la difficulté pour lui de vivre en France, c'est l'intégration. Je m'explique. L'intégration, le Congolais n'aime pas trop aller vers l'autre. Il préfère rester entre lui, comme on dit bisso la bisso, hein. Et c'est une façon de vivre qui empêche l'autre en face de venir vers le Congolais. Personnellement, ayant vécu en France, je suis née au Congo, j'ai vécu une grande partie de mon enfance au Congo, et je suis venue en France, j'ai tendance à fuir le Congolais. Pourquoi? Pas parce que je les déteste, hein, non. Tout simplement parce que le Congolais aime trop se regrouper entre lui. Il n'aime pas aller vers l'autre. Il n'aime pas... c'est certain qu'il aime partager, il aime aider, il est présent dans beaucoup de choses. Mais cette manière d'aller vers l'autre pour pouvoir l'aider ou pour pouvoir être avec eux et puis tout simplement pour connaître l'autre, le Congolais a cette difficulté. Et c'est ça qui me dérange. Donc généralement les Congolais, je les évite. Je ne suis pas raciste, mais bon, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec eux. Et donc je le fais comprendre de cette manière-là. Et ça engendre d'autres difficultés qui enchaînent sur des difficultés. Voilà. Le Congolais doit aller vers l'autre, pas seulement rester entre Congolais, s'ouvrir à l'autre, exactement, aller vers, je sais pas, les Asiatiques, les musulmans, tout le monde. Le Congolais ne doit pas rester Congolais. Bon, vous avez compris, hein, tous les Congolais qui sont là, allez vers les autres, vers les Asiatiques. Alors, la thématique de la langue, hein, mais si vous pouvez aller un peu plus loin, de toutes les façons, il y a le vrai sujet brûlant qui nous attend. Oui, mais vous pouvez tourner autour du pot, mais sans pourtant vous double foyer arrive. Oui, c'est une question, je crois, qui est essentielle. Hein. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Alors, je reviens sur la question de la langue. C'est peut-être une boutade d'enseignant. Hein. Moi qui suis tous les jours avec les enfants, notamment où on travaille la langue française. Et je pense qu'il y a une double dimension dans la langue. Et je crois qu'à ce niveau, je crois que Madame a raison. C'est bien que le Congo, c'est un pays d'expression française, où on parle la langue française. La langue française est même la langue officielle. Vraiment, dans la Constitution, c'est reconnu en tant que tel. Et nos langues nationales sont reléguées au second plan par rapport à la langue française. C'est pour voir à quel point la langue française occupe une place de choix au Congo. Et moi-même, en tant que lycéen, j'ai passé le plus clair de mon temps au Centre culturel français où j'ai eu l'occasion de regarder les classiques du cinéma français, de Marcel Pagnol, à Claude Sauté, les clubs de la vie. C'était vraiment une préoccupation vraiment de tous les jours. Et en français, on avait la Gardel Michard. On a commencé le XVIe siècle avec les auteurs dont on connaît, Rabelais, Mondel. C'était vraiment notre plat quotidien à l'école. C'est vrai. Mais une fois que j'ai dit cela, c'est vrai que la question de la langue française demeure d'actualité. Quand on parle de la langue, la connaissance de la langue, c'est dans toute sa globalité. C'est pas seulement au niveau de l'oral, mais aussi c'est au niveau de l'écrit aussi. C'est là où surtout ça pose une difficulté. Moi, en tant qu'enseignant, je le vois tous les jours, même avec des enfants français. Et là, à ce niveau, je pense qu'on est loin du compte. Il faut réapprendre à écrire la langue française, qui est une langue exigeante. C'est une langue même dite semi-fermée. Et dans la compréhension. Déjà qu'ici, nous-mêmes en France, un enfant sur 10 qui va en 6e maîtrise mal la langue française. Aussi bien au niveau de l'écrit et surtout au niveau de la compréhension. Donc je pense que, de ce point de vue, madame, cette question demeure entière, même pour les pays où on parle français. C'est une connaissance très limitée de la langue française. Il faudrait qu'on en soit conscient. Et abordons le problème, une fois que ce problème est mis de côté, le problème de l'intégration. Je pense qu'on en a beaucoup dit ici, l'un des outils essentiels de l'intégration, c'est l'école. Et je pense que l'école de Jules Ferry, dont monsieur a vraiment parlé, parce qu'il est aussi enseignant, et l'école primaire en France a deux vocations essentielles. Il y a la socialisation, apprendre aux petits-enfants, dès la maternelle, à vivre ensemble. La socialisation et le vivre ensemble.
où on apprend les règles élémentaires de la vie en société. La classe est structurée avec ses règles. Le matin, j'arrive, où je mets mon manteau et comment j'organise. On met en place les règles de vie de la classe. C'est ces règles de vie de la classe pour les enfants de 3 ans, 10 ans plus tard, qui viendront des grandes lois à respecter dans la société. Et je pense que nous devons mettre un accent particulier, effectivement, à l'éducation de nos enfants par l'école, et c'est là où ils vont arriver à acquérir les règles essentielles de leur intégration dans cette société. Et je pense que l'école de la République, en France, je pense qu'elle a un rôle important à jouer dans ce cadre-là, et je pense que nos familles doivent vraiment... Et puis ce que je regrette, moi, en tant qu'enseignant, quand je regarde, nos parents, les femmes africaines, sont moins présentes dans les associations de parents d'élèves. Il faut que vous intégrez les associations des parents d'élèves. En tant qu'enseignant, on en parle. Le parent de madame Maoukou n'est pas là, la famille Maoukou n'est pas là. Surtout, moi, j'entends souvent, je suis très mal à l'aise. C'est toujours les familles africaines qui sont absentes aux réunions que nous organisons dans les écoles. Alors, c'est là où se traitent les vrais problèmes. Et c'est là où les vrais enjeux, on parle des enfants. Il faut avoir une proximité avec l'école. C'est essentiel. Ne pas tout simplement le matin venir déposer son fils devant le portail et puis partir. Non. Il faut être au contact de l'enseignant, parler avec l'enseignant, discuter. Et je pense que cette réunion aussi en matière de savoir, c'est très important parce que moi j'ai toujours considéré qu'il y a un triangle qui se forme entre l'enseignant, l'enfant et la famille. Ce qui se dit à la maison sur l'enseignant est essentiel, a une résonance pour l'enfant. Et quand il y a une coupure entre l'école et la famille, c'est un mal nécessaire. Donc je demande à mes sœurs, et puis aussi à mes frères, d'être présents dans les écoles pour assumer leur rôle. Merci. Est-ce que Mme Malawi, vous souhaitez réagir, vous qui êtes aussi dans l'éducation, avant qu'on prenne la question du monsieur? Pas spécialement, mais effectivement, comment dire, il a raison. Il s'avère effectivement que nos sœurs et aussi nos frères, hein, parce que là, vous êtes en train d'invectiver les femmes. C'est comme si vous relayez encore la femme au second rôle d'aller laisser l'enfant à l'école. Donc, le papa également ne doit pas s'arrêter au portail quand il doit aller laisser l'enfant à l'école. Il doit s'intégrer dans la vie scolaire de son enfant. Merci. C'est vrai. C'est vrai. On va prendre la question de la dame, de monsieur et puis de la dame dans le fond. Gardez bien votre question. Voilà. Merci. Moi, je voudrais rebondir sur l'intervention de M. Maoukou et celle de Mme Dibongou Malalou sur la politique. Moi, je suis orléanais et j'ai eu, aux dernières municipales, j'ai conduit une liste citoyenne à Orléans, c'est-à-dire indépendante des partis politiques, où je voulais faire la place à des gens qui ne sont pas dans les partis et qui sont très éloignés de la politique et de l'action publique. Et je peux vous dire que ça a été très compliqué pour les Français d'origine étrangère, toutes nationalités confondues. Par hasard, parce qu'on n'a pas fait de quotas, il n'y a pas de quotas, je suis un républicain, je suis contre les quotas, les trucs. Là, il y a eu sur la liste que j'ai eu l'honneur de conduire, avec mon ami Philippe, ici présent, 5 personnes d'origine congolaise, du Congo-Brazzaville. Voilà. Mais ça a été très compliqué. Et, à Orléans, et j'imagine comme partout ailleurs, les personnes d'origine étrangère votent peu. Déjà, je ne parle même pas de s'engager, de voter, votent peu. Et ça, dans une démocratie, je rappelle un truc simple que tout le monde peut comprendre, c'est un homme ou une femme, une voix. Donc si vous ne venez pas, quelqu'un disait, si vous ne vous occupez pas de politique, elle s'occupe de vous. Donc, à chaque élection, quelle qu'elle soit, présidentielle, départementale, régionale, communale, vous donnez, ou pas, mais vous les donnez à la fin, les clés de la boutique à quelqu'un, à une personne ou à une équipe. Vous venez pas, on fera sans vous. Donc, je vous invite vraiment à vous... Le minimum, c'est de voter. Et je peux vous dire que j'ai eu du mal, et d'ailleurs, certains... Moi, j'ai l'exemple, je ne vais pas citer de nom, une de mes colistières congolaises, qui est éduquée, bac plus 5 minimum, donc n'était pas inscrite sur la liste électorale. Donc elle a été obligée, si j'ose dire, de s'inscrire pour... Et en plus,
dans sa famille, ils connaissent la politique. Donc je ne mets pas de nom, mais c'est pour vous dire jusqu'à quel... Si les Bac plus 5 d'origine congolaise ne sont pas inscrits sur la liste électorale, c'est vraiment à désespérer. Vous ne pouvez pas demander à la maman qui arrive du pays, qui n'est pas... voilà. Et je voudrais faire une autre chose, une petite digression historique qui a été rappelée ici ou là. Pardon, vous tournez le dos, mesdames. C'est que la France moderne, moi j'en ai parlé un jour, j'ai croisé ici à Orléans en tant qu'élu municipal que j'étais, j'ai croisé Denis Tillinac qui est venu pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Et je lui avais parlé du discours de Brazzaville. La France moderne, tout le monde se réclame aujourd'hui du général de Gaulle. La France moderne est née à Brazzaville, le discours de Brazzaville. Et le premier gouvernement provisoire de la République française était en Afrique du Nord, c'était à Alger. Voilà. Et je rappelle que la Première Guerre mondiale, je le dis toujours, pour montrer aux Français dits de souche, et comme l'a dit Valérie Corre tout à l'heure, il n'y en a pas, ça dépend, comme disait Jean-Louis Borloo une fois, nous sommes tous des Français venus d'ailleurs, ça dépend de la dette à laquelle on est arrivé. Nous autres Africains, moi je suis d'origine maghrébine, mais les Africains du Nord-Sahara, du Sud-Sahara, nous avons pris part, parce que c'est les liens de l'histoire et de la géographie, nous comptons dans l'histoire de France. La France a été libérée, ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, tous les historiens le disent, n'étaient pas que sénégalais, ils étaient noirs. Donc un Ivoirien c'est un tirailleur sénégalais, et un Congolais était également un tirailleur sénégalais. En fait, c'est des tirailleurs africains et maghrébins, même si le mot n'existait pas à l'époque. Nous sommes partie prenante de l'histoire de France. Nous sommes partie prenante. Et pour la langue française, là aussi je fais encore un lien, nous sommes également partie prenante. Mabonkou écrit en français, le français il n'appartient pas qu'aux Français de France, il appartient à tous ceux qui le parlent. Denis Laferrière, que vous connaissez, l'écrivain haïtien, il écrit en français. Donc c'est là aussi, il ne faut pas qu'on rentre dans la citoyenneté par la petite porte, on y rentre par la grande. Nos ancêtres ont contribué, comme tous les autres, ni plus ni moins, ont apporté leur part à la construction de ce pays. Je ne parle même pas des travailleurs des Trente Glorieuses qui sont venus d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord et qui ont participé à la prospérité. C'est pour ça qu'on parle d'immigrés de la deuxième, de la troisième génération. C'est parce qu'il y a eu une première et une deuxième qui nous ont précédés. Nous sommes les enfants de ce pays, il faut s'en persuader. Et surtout, je conclus par mon début, il faut participer à la vie citoyenne, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Je fais un peu de pub, on s'inscrit tous les jours sur les listes électorales, il n'y a pas de période. Moi j'ai des gens qui disent, mais quand est-ce qu'on s'inscrit? C'est tous les jours. C'est tous les jours. Sauf que, parce que les gens ont retenu la date du 31-12. Le 31-12, c'est un truc où, si vous n'êtes pas inscrit avant le 31 août, vous ne votez pas l'année d'après. Mais on s'inscrit tous les jours de l'année. Et on ne demande rien, c'est gratuit. Voilà. Alors, merci beaucoup pour l'identité. Pour votre intervention. Voilà, en fait, comme vous me trouvez bien, vous avez oublié. Voilà. Pardon si j'étais un peu long, mais vraiment, participez. Participez. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Il y a la question de madame dans le fond, toute petite parenthèse pour illustrer ce que vous venez de dire. C'est le document que madame Alalou m'a montré discrètement. Je ne voulais pas que je le montre, mais je le montre quand même. Donc elle a reçu en fait une invitation, bon on va dire invitation mais on ne peut pas refuser. Hein. En tout cas on l'invite à être juré à un procès. Donc ça c'est quand vous prenez pleinement votre citoyenneté, on vous considère comme une personne civique, on vous considère comme une personne qui a des droits et qui a aussi un devoir. Donc c'est un devoir que de faire partie du jury. Et là, elle a été convoquée. Voilà. Donc, vous avez bien reçu le message. Inscrivez-vous sur la liste électorale. Conseil de monsieur le conseiller municipal d'Orléans, monsieur Venchabat. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'association Afrique du Bokeh, dont la présidente est Madame Tungamani, une personne que j'apprécie beaucoup et surtout, je suis très fière pour cette